Bonsoir à tous. Mémoire collective, mémoire sélective, mémoire faible, oubli fort, constat béant, souvenir macabre, mesure inefficace. De la saillie, de l'émotion à la base de l'amnésie, le Sénégal, les routes et la mer parlent Diola et Sikilo ont du sang dans la bouche. La mort réveille certes les sentiments, mais peu de temps après, pchit. Leçon d'amnésie avec deux professeurs qui sont présents sur ce plateau spécial pour parler un peu des drames qui se succèdent au Sénégal. Sikilo, Diola, le massacre de Thiaroye, mais également la crise de 1962. Nous sommes avec professeur Ousmane Sène. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de venir à votre invitation et d'avoir à côté aussi mon ami Sall de longue date. Merci beaucoup. Vous êtes le président du VAR. Nous sommes également avec un autre professeur, donc professeur sur ce plateau. Quel privilège, professeur Aliou Sall. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sarr, et merci de m'avoir invité. Je suis également très heureux de retrouver mon ami de longue date, je ne dirais pas mon vieil ami, mais mon ami de longue date, le professeur Ousmane Sène. Et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Entre un Sall et un Sène, on verra qui sera roi sur ce plateau. En tout cas, nous allons parler un peu de l'actualité macabre, mais qui est actuelle. C'est le drame de Sikilo, 41 victimes. C'est le bilan provisoire, la conséquence tragique de cette collision entre deux bus à Sikilo, 6 km de Kaffrine. D'abord, professeur Ousmane Sène, après avoir vu ces nouvelles, votre première réaction, c'était quoi? C'était terrible. Une réaction de tristesse, mais aussi un constat. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de surprise chez moi. Je me suis dit, ça ne me surprend pas, on est au Sénégal. Ah oui? Oui. Parce que dès l'instant qu'on a dit deux bus, tout de suite, mon esprit est allé à un certain nombre de choses. Encore des pneus qu'on n'a pas remplacés au moment où il le fallait. Encore des phares ou des lumières qui balisent et qu'on n'a pas aussi vérifié à temps. Ou encore des freins qui lâchent. Et tout ça, on met ça sous le manteau d'une certaine fatalité. Naindem yalla bahna. C'est-à-dire le fait que vous constatez qu'il y a des défaillances, mais vous vous dites que malgré tout, vous serez protégé quand même par une certaine puissance et vous y allez. Je crois que ça, c'est la marque de fabrique, si vous voulez, un peu du Sénégal. Et tant que nous ne ferons pas l'effort d'exorciser ces défauts-là, cet art, je crois que ce sera répétitif. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit 62, encore 62 c'était autre chose. Mais vous avez parlé de Diola. Oui. Avant, quand on parlait d'accidents de ce genre-là sur la mer, tout le monde faisait référence à Titanic. Oui. Maintenant, Titanic a été remplacé par le Diola en termes de nombre de victimes. 40 morts l'autre jour, beaucoup de tristesse dans le pays, mais c'est quelque chose qui peut arriver au Sénégal et ça entre dans l'ordre des choses qu'on peut voir arriver dans ce pays à cause des raisons que je vous ai listées. Et le paradoxe, c'est ceci. On vous demande de changer vos pneumatiques. Combien ça coûte ça? Peut-être 400 000 les deux pneus, peut-être 500 000. Parce que vous ne voulez pas sortir cet argent-là. Vous avez perdu un outil de travail qui coûte plus de 20 millions. Et vous avez mis en chômage des personnes et vous avez tué. Parce que quand même, il faut qu'on fixe les responsabilités quelque part. Vous ne remplacez pas vos deux pneus usés et usagés. Il y a un accident, vous avez un quantum de responsabilité dans ça. Je crois que c'est des choses qui sont là et on a les solutions à ces choses. Ça peut ne pas être le gendarme ou le policier. Ça peut être tout simplement un gendarme ou un policier interne, intérieur, qui nous pousse à faire les choses comme il se doit. Et j'ajouterais que tous les jours, on voit même pas, on n'a pas besoin d'aller dans ce village-là. Ici à Dakar, on voit un vandalisme permanent dans les routes, dans les rues, monter vers le monument de la Renaissance. Les barrières qui sont là en métal, qui sont censées protéger de la voie pour que les voitures passent normalement, mais protègent aussi les passagers pour que ça ne tombe pas. Mais il y a un énergumène qui, toutes les nuits, vient
prendre un gourdin et les casser et partir. Et le même phénomène se répète au niveau de la foire, sur la BDN. Je constate ces choses avec le cœur qui pratiquement crie, oui. et c'est toujours là, récurrent. Oui. Je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut très, très sérieusement travailler. Trop de drames. On voit un peu sur ce visuel, cette collision entre le bus de 6 kilos, mais également le Joola. Trop de drames, professeur Lussane, mais également trop d'oubli. Vous aimez parler de ce qui va venir, mais pourquoi on a une mémoire aussi courte concernant ces drames, professeur? Ben, je crois que d'abord, vous faites bien d'interroger le professeur Sen et de m'interroger sur les leçons que l'on peut tirer oui. de ce drame de 6 kilos. Je crois que vous avez raison d'appeler, de convoquer l'amnésie, parce qu'il y a bel et bien, effectivement, à bien des égards, une certaine amnésie qui nous pousse à trouver des solutions rapides, ou qui s'accompagne d'une tentation à trouver des réponses rapides et à oublier d'interroger les véritables causes. Mais je me garderai de faire le procès du Sénégalais. Et je me garderai de jeter l'anathème sur le Sénégalais. Je pense qu'il y a... Pourquoi Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'il y a des causes profondes qui tiennent d'un certain nombre de dysfonctionnements de la société sénégalaise. C'est donc pas que les Sénégalais, parce que le Sénégal n'existe pas hors du monde. Il y a des dysfonctionnements dans le système monde, il y a des dysfonctionnements dans la société sénégalaise, et des mesures d'adaptation à ces dysfonctionnements qui, pour quelques-unes d'entre ces mesures, sont malheureuses et conduisent à des comportements qui sont suboptimaux. Je m'explique. Oui. On ne peut pas... Il y a des accidents. Il en existe partout dans le monde. Oui. Mais une collision frontale entre deux véhicules sur une route nationale, il y en a de moins en moins dans le monde. Parce que sur toutes les routes nationales, partout, vous avez aujourd'hui, en tout cas c'est la tendance, au moins 2 voies, ce qui empêche une collision frontale. S'il y a encore aujourd'hui, sur des routes nationales, des collisions frontales, c'est que quelque part, les réponses on n'a pas trouvé les bonnes réponses à ces problèmes de circulation. On peut également se demander comment se fait-il qu'en dépit de l'existence d'un certain nombre de services censés réguler la circulation automobile, pourquoi et comment se fait-il que l'on retrouve sur nos routes des véhicules qui ne répondent à aucune des normes, des chauffeurs qui ne sont pas dotés des capacités qui sont requises pour faire du transport en commun, et comment se fait-il qu'en dépit de l'existence de forces de défense et de sécurité qui sont censées veiller sur la bonne marche des choses, de tels engins transportent des personnes, souvent au-delà des capacités autorisées, et tout cela se passe au vu et su de tout le monde. C'est un tout. Il y a donc un ensemble de facteurs qu'il faut interroger. Il n'y a pas un Sénégalais, il y a une série d'acteurs qui se trouvent être sénégalais pour quelques-uns, pas tous, qui doivent être interpellés face à ces drames. Ceci est ma première réponse. Oui. J'en donnerai une deuxième, si que vous avez parlé du Joola, Oui. vous parlez de 6 kilos, mais vous évoquez aussi Thiaroye, Oui. 44, et oui. vous évoquez... La crise de 1962, la crise politique. de 1962. On parle là de 4 phénomènes qu'on peut regrouper en 2 catégories. Il y a des crises politiques, celle de 1962, celle de Thiaroye, qui sont justiciables d'un certain traitement. Et il y a des accidents, le Joola et 6 kilos, qui sont des révélateurs d'un certain nombre de dysfonctionnements qui ne sont pas simplement d'ordre politique, mais qui sont d'ordre sociétal. 62, aussi bien que 44, révèle une certaine violence d'État. L'État exerce le monopole qu'il a de la violence légitime et Max Weber, et l'exerce contre quelques-uns de ses membres.
La crise de 62 est une crise au sein de l'exécutif, de l'UPS et de l'État sénégalais. C'est une crise politique qui affecte des segments de l'élite politique et ça se traduit par la défaite d'un Premier ministre et la victoire d'un président de la République qui va profiter de sa victoire pour élargir son espace et renforcer ses pouvoirs. 44 est l'expression brutale de la violence coloniale qui s'exerce contre des citoyens, contre des combattants qui ont sauvé la France, qui ont défendu la France et qui se font payer en retour par des balles parce que simplement ils ont eu le courage de revendiquer leur dû. Leur prime. Diola et Sikilo révèlent des dysfonctionnements qui sont d'ordre non pas seulement politique, mais sociétal. Parce qu'il y a tout un système qui a été mis en place qui permet de contourner la violence d'État, qui permet de contourner la pauvreté, qui permet de contourner la rigueur des règlements ou l'autorité morale avec tout un discours justificatif. Oui. Je crois que c'est donc deux phénomènes. Où vous avez évoqué 4 phénomènes ou des crises, etc., qui relèvent de plusieurs registres. Et je crois qu'il faut prendre la mesure de cela, de la complexité. On va y venir un à un, chaque phénomène. On parle du présent, mais entre 62, 44, 6 kilos et le Diola, il y a l'oubli. L'oubli. Oui. Est-il une gageure, cet oubli-là? Des leçons du passé. Au-delà de leçons du passé, on a une leçon d'amnésie. Et il y a l'oubli où il y a un système de croyance qui fait qu'on accroche la cause à autre chose. Alors, si on accroche la chose à autre chose, mais à partir de ce moment, on y réfléchit, on ne prend même pas le temps d'y réfléchir. Je suis d'accord avec Sall sur son analyse absolument parfaite. Mais franchement, on ne jette pas l'anathème aux Sénégalais, loin s'en faut. Mais je voudrais aussi qu'on insiste sur les responsabilités individuelles. C'est extrêmement important. Autant l'entité étatique a ses responsabilités, autant l'individu a ses responsabilités. Je vous donne un exemple très clair. Le propriétaire de ce bus-là, qui a refusé de changer les pneus qui étaient usés, mais il est responsable. Peut-être, oui, il est responsable doublement, d'autant plus que le chauffeur ne pourra jamais se plaindre au risque de se faire renvoyer. Donc je comprends ça, mais je ne voudrais pas tout accrocher à la responsabilité de l'État. Il y a aussi la responsabilité de chaque individu et de chaque citoyen que nous sommes. Ceci étant dit, dès l'instant qu'on se dit « Ndogalu Yalla », on accroche Dieu à tout. On l'a mal défini, Ndogalu Yalla. On l'a mal défini. Mais non, c'est très facile. C'est-à-dire que si on dit Ndogalu Yalla, à partir de ce moment, on s'exonère de toute responsabilité. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne jette pas l'anathème à nouveau, mais nous, on est une nation, on peut dire, on est responsable de rien. Douman, vous entendez, ou Douman Rek, vous entendez ça à longueur de journée. On est responsable de rien qui n'est pas beau. Je me rappelle cette chose-là, c'était un amusement entre moi et mes étudiants. Et je leur disais, j'étais alors chef de département d'anglais. Je leur dis, vous, quand vous réussissez à l'examen, vous levez le poing ou vous vous tapez la poitrine, vous l'avez fait. Mais pourquoi quand vous échouez, vous dites que tout va bien gor? On est responsable quand ça marche, mais dès l'instant qu'il y a des failles, on veut s'en écarter. Et je crois que ce sens de la responsabilité, que ce soit bien ou mal, il faudrait qu'on apprenne à mieux l'assumer pour que quand même on sache que ce qui se passe, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu existe, mais Dieu nous a dotés d'un certain nombre de capacités pour que nous puissions prendre les décisions appropriées. D'abord, l'esprit. Il nous a dit, je vous donne l'intelligence, je vous donne l'esprit, réfléchissez. Quand vous prenez le temps de réfléchir, il y a certaines choses que vous ne ferez pas. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que j'ai entendu un chauffeur hier dire ceci. Vous ne pouvez voir aucun chauffeur qui va prendre les clés de son camion ou de son bus, qui va pour mourir exprès. Non, évidemment.
vous prenez pour aller de quelque part à Dakar ou de Dakar à quelque part. Mais est-ce que vous vous êtes donné toutes les garanties pour éloigner la mort le plus possible? Est-ce que vous êtes sûr que tous vos feux s'allument? Est-ce que vous êtes sûr que vos freins fonctionnent? Et surtout, est-ce que vous avez pris l'assurance que vos pneus là sont bien remplis et en bon état? Mais ça, si vous ne le faites pas, mais si vous allez vers la mort, c'est vous qui vous entraînez vers la mort sans pour autant vous en rendre compte parce que vous avez fait ceci. Les Munga, vous avez récité un certain nombre de choses. Et bien, vous avez un bus plein de gris-gris à l'intérieur, avec des écritures et votre marabout. En plus, maintenant, avec tout cet arsenal-là, vous dites, volonté de Dieu. Mais dans ces conditions, vous croyez que vous êtes blindé, alors que ce qui vous blinde, c'est l'état de votre véhicule. Donc, il y a ces choses-là sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Et je dis, c'est pas facile. Parce que pour sortir ces choses-là de l'esprit du Sénégalais normal, lambda, c'est pas très facile. Mais à partir de ce moment, il faudrait peut-être qu'un certain nombre de choses soient mises sur la table et que s'ils ne peuvent pas céder, qu'on les aide. Et il l'a dit, c'est là où vient la responsabilité de l'État. Parce que le gendarme qui doit vérifier, le policier qui doit vérifier, s'assure que si un certain nombre de critères ne sont pas respectés, on immobilise le véhicule. On immobilise le véhicule, pas pour punir, mais pour sauver des vies. Ouais. Je crois que c'est plein de facteurs comme ça sur lesquels on doit pouvoir travailler pour à nouveau ne pas être capable d'annuler les accidents. Il y aura toujours des accidents, mais au moins pour les réduire. 40 morts en une journée, c'est beaucoup trop. Exactement. Parlons un peu de ces deux phénomènes avant de parler de ceux politiques, le massacre de Thiaroye de 1944 et la crise de 1962. Sikilo Diola, il y a le comportement humain, la responsabilité humaine derrière ces drames. Mais pourquoi cette mémoire, les leçons du passé, cette mémoire-là n'est pas efficiente mais déficiente? Une mémoire qui nous permettrait un peu d'échapper ou d'esquiver ces accidents, ces drames, je veux dire, professeur Aliou Sall. Il y a quelque chose de paradoxal dans le titre que vous avez choisi de donner à cette émission. Parler de leçons fait référence à l'histoire, ouais. On tire des leçons de ce qui s'est passé. L'amnésie fait référence à l'oubli, oui. Et donc à un dysfonctionnement oui. de la mémoire. Oui. Il y a donc quelque chose de paradoxal, encore une fois, dans le titre que vous avez choisi de donner à cette émission. Mais en réalité, l'amnésie n'est jamais totale. Et cela vous libère, cela vous dédouane. Je peux accepter votre titre parce que l'amnésie n'est jamais totale. Il y a des amnésies qui sont partielles, qui sont temporelles, et on retrouve la mémoire. Et l'amnésie n'est jamais totale non plus parce qu'elle ne porte jamais sur tous les sujets. Alors la question que vous posez, moi je la reformulerai en termes oui. légèrement différents. Oui. Que choisit-on de retenir et que choisit-on d'oublier? Oui. Et je crois que c'est ça la véritable question. Personne n'a oublié les drames de Thiaroye. Personne n'a oublié la crise de 62. Personne n'a oublié la crise d'Idiola. En tout cas, ceux de ma génération, pour qui c'est... Mais c'est récent, c'est 2002. Oui, pour qui ce sont encore des événements récents, pour qui ce sont des événements contemporains. Nous ne l'avons pas oublié, mais il y a des lectures qui en sont faites, il y a des lectures qui en sont proposées, qui peuvent être fort contrastées, qui peuvent même être contradictoires. Et la question qui se pose est celle de savoir, encore une fois, de toutes ces lectures, quelles sont celles-là que l'on choisit de privilégier. Il se trouve qu'effectivement, une des lectures qui a cours est celle-là que vient d'exposer Ousmane. C'est une lecture qui déresponsabilise et exonère certains acteurs. C'est un choix. Mais il y a d'autres lectures qui sont plus nuancées, qui ont cours et qui, malheureusement, ne sont pas toujours audibles. Cela m'amène à la question de l'asymétrie en termes d'information et de l'accès inégal à l'espace public oui. et au champ discursif où l'intelligibilité des discours qui sont préconisés ou proposés pour expliquer des drames comme cela. Je crois que là, il y a véritablement un problème.
il y a des leaders d'opinion, des porteurs de voix, qui proposent des explications souvent faciles, exonérantes pour la plupart, alors qu'il y a d'autres explications qui, elles, n'ont pas cours, elles sont étouffées, elles sont confinées dans des espaces qui ne sont pas très fréquentés, tels que les espaces universitaires. Mais quand cette lecture fait tilt dans l'espace public, elle sert de terreau à ces drames. Cette lecture fataliste, je veux dire, quand elle fait tilt dans l'espace public, politique, médiatique, elle servirait de terreau à ces drames. Oui, si effectivement ces explications sont quelquefois très courtes, nous sommes partis pour des sociétés, pour une certaine paresse intellectuelle, il faut bien le dire. Dans des sociétés où les repères sont en difficulté, où l'on a du mal à mettre des mots sur les dysfonctionnements, sur les maux qui assaillent la société, on n'est pas loin de laisser place à l'anomie. Et là où s'installe l'anomie, les normes ne peuvent plus exister par définition. Il y a une contradiction dans les termes entre une société rationnelle, une société où règne l'intelligence, et une société gagnée par l'anomie. Et il se trouve malheureusement que, à certains égards, le comportement des citoyens que nous sommes est d'ordre anomique. Et c'est une réponse à des dysfonctionnements que l'on n'a pas su gérer. Il faut soigner cette anomie, il faut soigner cette mémoire accidentée. Si on parle, par exemple, du Djola, hein, après le présent, on recule un peu dans le passé. C'est 2002, l'an 10 du Djola, l'anniversaire, c'était en 2022, mais c'était shit, c'était une date symbolique. Comment soigner cette mémoire accidentée qui sélectionne ce qu'il veut? Oui, mais même avec l'accident du Djola, il y a eu une sélection. Quand le Djola est intervenu, où vous avez vu les télévisions montrer les images de ces milliers de corps, on n'a jamais montré. On a tout montré, mais on a tout fait pour que les corps qui étaient extirpés du Djola, qu'on ne les montre pas. Ça, c'est déjà un... C'est un bienfait ou pas? C'était délibéré. C'était délibéré. C'est ce que je vous dis. Oui. Une façon, si vous voulez, d'esquiver la responsabilité. Les Américains ne nous montrent jamais non, je veux dire, si on voulait frapper les esprits... Forme de catharsis, que vous voulez dire. Voilà. Si on voulait frapper les esprits, et si on voulait assumer sa responsabilité, on aurait dû en montrer au moins. Mais rien du tout. Rien. Les images que vous avez du Djola, c'est les images d'un bateau renversé avec le bas qui était peint de couleur rouge et puis peut-être de petits bateaux qui sont autour. C'est ce qu'on a vu, on n'a pas vu autre chose. Je reviens à ça aussi. Et il en a parlé, l'anomie. Moi, je dis, comment nous réfléchissons ou nous réagissons tous les jours que Dieu fait. Avez-vous constaté nos réactions devant des discours critiques? On se lasse d'écouter très vite. On coupe la personne pour parler d'autre chose, ou on se détourne et on n'écoute pas. Réfléchissez aux situations où vous avez toute l'attention du Sénégalais qui vous écoute. Ne dites rien qui soit un peu critique. Dès l'instant, on tourne d'abord la tête et on fait le vide dans sa tête. Ça veut dire que nous, il y a peut-être ce côté-là qui devrait nous rendre un peu plus humbles pour que nous puissions comprendre que, à force d'échanger avec les autres, on devient mieux. À force d'écouter les autres, on devient mieux. Parce qu'on ne peut pas tout pouvoir, on ne peut pas tout savoir. Mais nous n'acceptons pas la critique. Pas beaucoup. Et ça, c'est important. Or, la critique, c'est la chose qui est la plus apte à construire positivement ce monde. Parce que ça nous écarte des mauvais sentiers, ça nous écarte des mauvaises solutions. Ça doit commencer par le haut, par le sommet de la pyramide sociétale. C'est le sommet de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Oui. Mais vraiment, c'est cette sorte de catharsis que nous devions exercer par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas et dont nous sommes témoins, et qu'on dise ceci, plus jamais ça. Mais le Djola, on avait dit plus jamais ça. Oui.
il y a d'autres accidents. Quand on va à Touba ou à Tivaouane, on dit plus jamais ça. Mais plus jamais ça, on le dit pour immédiatement oublier et aller à autre chose. Et je crois que c'est ce manque de suivi, follow-up, c'est-à-dire il y a quelque chose, on met en place des décisions, on met en place des mesures, non seulement on applique, mais on applique dans la durée. Qu'est-ce qui est fait dans la durée ici? On prend une décision, on ne va plus faire ça, laissez passer quelques jours et après on revient à la case départ. Je me rappelle, une fois, c'était sous le régime du président Abdoulaye Wade. Une décision ferme avait été prise. On n'acceptera plus d'avoir ces talibés dans la rue. Je sors pour aller à la BHS, Centenaire. Vous voyez le boulevard du Centenaire. Je regarde sur plus de 200 mètres, il n'y a pas âme qui vive. Je dis, enfin, la décision du président a réglé le problème. Combien ça a duré? Moins de 4 jours. Moins de 4 jours, ils sont revenus. Et personne ne dit rien. Personne ne réagit plus. Comment se fait-il que les bonnes décisions que l'on prend, on ne les applique pas dans la durée? Même ce conseil interministériel, il y a une série de mesures qui ont été arrêtées. 22. Oui, mais on va les appliquer. Est-ce qu'on va les appliquer toutes? Et si on les applique toutes, sur quel temps? Combien de temps? On en sera témoin. On va voir. Et ça, ce n'est pas seulement les décideurs, c'est nous tous. Nous n'aimons pas la durée. Nous nous fatiguons vite. Assurer le suivi, se dire que ça va se faire tous les jours, et tous les jours, et tous les ans, à un moment, c'est comme quelque part, on a la paresse de ne pas oublier. On fait exprès pour oublier et on passe à autre chose. Cette constance-là et cette permanence dans les bonnes choses, pour que les choses aillent mieux, ça, nous ne l'avons pas. Et je crois que quelque part, il faudrait qu'on se pose la question pourquoi nous ne l'avons pas. Mais moi, je dis toujours que quand on se pose la question, il faut se poser la question soi-même avant de demander aux autres de se poser la question. Oui. Et encore à nouveau, c'est la fuite des responsabilités. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Le mal, c'est les autres, ce n'est jamais moi. C'est humain, hein? C'est humain. On peut voir ça dans toutes les sociétés. Mais c'est exacerbé dans notre cher Sénégal, je crois. Si on dit ça, on dit on est tous des autres. En tout cas, le Diola, 6 kilos sont des marqueurs historiques, hein, très noirs d'ailleurs, des drapeaux noirs plantés dans notre mémoire. Mais parlons du Diola, par exemple, professeur Aliou Sall. Est-ce qu'on a assez joué sur l'imaginaire? Parce qu'il y a un mot qui a été sorti, c'est le mot catharsis, hein, qui renvoie un peu à la tragédie. Est-ce qu'on a beaucoup joué sur l'imaginaire, c'est-à-dire des films, des textes, des contes, etc., pour jouer sur la mémoire, parce que c'est le mot-clé, j'y insiste, professeur. À en croire Ousmane, pas assez. Et je n'ai aucune raison de douter de la véracité de son jugement, parce que, ne serait-ce que parce qu'il est plus présent que moi sur le terrain, et c'est ce qui se passe. Et peut-être, on n'assiste jamais assez sur les drames. On a toujours vite fait de les oublier. Je lui donne raison également quand il pense qu'il y a des faiblesses dans la capacité à maintenir la constance dans l'action, à inscrire l'action dans la durée, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se dit plus jamais ça, ce n'est pas la première fois que des mesures sont prises, ce n'est pas la première fois qu'on croit que l'inflexion est définitive, qu'il y a une bifurcation, etc., etc. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit le caractère incomplet des mesures. Mais cela renvoie pour moi à une question qui est en amont, qu'il faut se poser en amont. Est-on sûr d'avoir bien compris le sens de ces tragédies? Le sens compris comme signification profonde, mais aussi comme direction de là où va notre société. Oui. Et c'est à ce niveau-là que je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse positive. Quand j'entends, comme tout le monde, 22 mesures prises et qui doivent être mises en œuvre dans un délai variant entre 3 semaines ou 3 jours et 3 semaines. Je me dis, si on a identifié 22 facteurs sur lesquels on pouvait agir, et si on a une approche systémique de la situation de la circulation routière, il a fallu se poser au moins 264 questions pour arriver à 22 propositions.
Je vous fais grâce de la méthode de calcul, mais elle s'appelle méthode d'analyse. Elle s'appelle simplement une méthode d'analyse structurelle, une matrice d'impact croisée. Pour avoir 22 propositions, il faut s'être posé 264 questions. Ça a été fait? Est-ce qu'on se les est posées dans les temps? Ou est-ce que cette expertise était déjà là et qu'on avait les réponses? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est sur la nécessité de ne pas s'en tenir à l'écume des flots, à l'émotion. Et j'insiste beaucoup sur la nécessité de comprendre de façon comment fonctionne le système et de ne pas simplement isoler quelques aspects. Parce que si l'on agit sur les symptômes en oubliant les véritables causes, alors nous sommes partis pour des cautères sur des jambes de bois. Absolument. Si par contre nous nous donnons la peine et le temps quelquefois d'analyser les choses en profondeur, de convoquer tous les facteurs, de convoquer tous les acteurs et de convoquer toutes les stratégies des acteurs, alors il y a une chance que non seulement la mobilisation soit plus grande, que non seulement il y ait une adhésion plus forte aux mesures qui sont prises, mais il y a également une chance de voir l'action pouvoir s'inscrire dans la durée parce qu'il y aura eu un processus d'intériorisation essentiel, d'un processus d'intériorisation qui fera que l'ordre ne paraîtra pas comme émanant d'une autorité externe à soi, mais comme au contraire étant profondément ancré en soi. Et je crois que c'est ça le pari et c'est ça le défi. Et il y a le travail des politiques. Il y a également le travail de l'intelligentsia, les films, les écrits, c'est important, les leçons, l'école, le massacre de 1944, il y a un excellent film d'Ousmane Sembène. Il y a un autre film également d'Omar Sy qui est sorti, Tirailleurs, qui a causé beaucoup de débats en France sur la notion de mémoire. Thiaroye 44, on l'oublie, c'est le 1er janvier 1944. On est en mois de janvier 2023. C'est une histoire, voilà, et un fait contemporain. Mais comment jouer sur l'imaginaire? Faire des films, le Titanic par exemple, on le connaît, je le connais à cause d'un film par exemple. C'est resté dans ma mémoire. Mais pourquoi pas du bateau le Joola? Pourquoi pas de Thiaroye 44? Pourquoi pas de la crise politique de 62? Mais jouer sur les imaginaires les plus jeunes. Oui. La question c'est, à part le fait de prendre son sac, de remplir ça de cahiers et de livres et de crayons, d'aller s'asseoir sur un banc et d'écouter le maître, quoi d'autre donne-t-on à nos élèves en bas âge? C'est la grande question. Si aller à l'école, c'est apprendre sa leçon de géographie, sa leçon de calcul, et que quelque part, il n'y ait pas une dimension importante donnée au civisme, puisqu'après tout, civis, civitas, civitatis, et civis, civis, c'est le citoyen, c'est la cité. Si on ne fait rien dans ce domaine-là, à partir de ce moment, les gens vont grandir sans être conscients d'eux. Et si vous n'êtes pas... Parce que là où la conscience vous marque le plus, c'est en bas âge. Il y a des choses, vous les apprenez, vous êtes incapable d'oublier. Il faudrait qu'on réfléchisse à la façon dont on bâtit l'homme sénégalais à partir du bas âge et le fait que les écoles ne soient pas tout simplement des lieux d'apprentissage académique, mais des lieux d'apprentissage pratique. Ce serait une façon déjà de travailler sur leur conscient et leur subconscient, parce que vous avez besoin des deux. Parce que votre subconscient se réveille par rapport à certaines situations un peu particulières. Donc ça, c'est un. Et voilà, les films de Sembène, vous l'avez évoqué. Bon, c'est vrai que nous, au WARC, chaque année, on a 2 ou 3 jours dédiés à Sembène où on montre les films de Sembène un peu partout au Sénégal et en Afrique. Mais je crois que ces films africains, si vous voulez, qui documentent nos réalités quotidiennes, que ce soit des films sénégalais ou que ce soit des films burkinabés ou même des films sud-africains, il faudrait qu'on fasse un effort pour voir un peu comment peut-on exposer nos enfants à ces facteurs d'éducation et de civisme pour que ça puisse faire tilt quelque part. Mais, au fur et à mesure qu'on parlait, je me suis rappelé aussi autre chose qui est liée à tout ça.
Laquelle? Ceci. L'accident se produit et on nous dit telle recommandation a été faite pour que chaque Sénégalais sorte 10 kilos de mil, 2 pains et un paquet de sucre. Ah. Vous savez, le sacrifice. Vous savez, le sacrifice, le rituel du sacrifice en religion, c'est que pour que la disharmonie qu'il y a entre vous et les forces qui sont supra au-dessus de vous, que cette disharmonie, vous pouvez travailler avec les sacrifices pour qu'il y ait réconciliation. C'est pour ça que certains sacrifices sont des sacrifices de sang, pour que le courroux du Dieu soit satisfait. Sortez ça pour que le Dieu nous évite ces incidents-là. Et à partir de ce que je vous disais, il y a un syncrétisme religieux chez nous. Non, c'est bon. Même moi, je fais ça. Mais en même temps, en le faisant inconsciemment, on évacue la responsabilité personnelle. C'est ce que je dis. Il faudrait que, au même moment où on fait ces sacrifices-là, parce que c'est important, il nous faut une parfaite harmonie et réconciliation avec l'univers et les forces qui sont dans l'univers. C'est important pour l'être humain. Mais quelque part aussi, on pose sur la table la dimension de la responsabilité personnelle. Ouais. Si vous faites les sacrifices, dites-vous, malgré tout, je vais être prudent pour m'assurer que les puissances vont me protéger. Ça veut dire quoi? Le feu est rouge, je m'arrête. Oui. Parce que vous avez beau faire des sacrifices, le feu est rouge, vous foncez, mais vous allez être tué. Donc il y a les deux. Il y a des forces invisibles qui contrôlent quelque part une dimension de notre réalité. D'accord. Mais il y a quelque part où notre libre arbitre, cette liberté que Dieu, dans sa munificence, nous a donnée, qu'on puisse l'exercer, et avec aussi, non seulement cette liberté, mais aussi cette capacité de réfléchir, de penser et de comprendre, et de transformer les choses. Oui. Je crois que les deux doivent aller ensemble. Mais le spirituel et le rationnel, un trait d'union. Ah, les deux. Merci, ça. En tout cas, pour le massacre, parce que le temps, c'est notre principal ennemi, ça part vite. Massacre de Thiaroye, 44. Hein. Je parlais tout à l'heure du livre, du film de Sembène. Mais est-ce qu'on a joué sur l'imaginaire? J'insiste, vous aimez le futur, mais ça se prépare dans le présent, professeur Aliou Sall. Massacre Thiaroye, peut-être dans les leçons, c'est à la fin du programme, on n'en fait pas une appropriation pour rapatrier notre imaginaire. Ça commence dans les classes, dans la famille, dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Mais est-ce qu'il y a un vide sur l'imaginaire, professeur? Il y a, je crois, une bataille mémorielle qui se joue sur Thiaroye, qui se joue sur beaucoup d'autres événements, qui se joue sur la crise de 62. La place de l'esclavage dans l'accumulation primitive du capital européen. C'est une chose dont on ne parle pas, ou on parle très peu. Il y a donc une bataille pour la gestion de la mémoire. Qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce que l'on décide d'oublier? Et on ne peut pas dissocier votre question de celle de cette bataille au plan global pour la gestion de la mémoire et l'histoire de l'humanité. Ouais. Et il est clair que de ce point de vue-là, il nous reste beaucoup à faire pour nous exprimer dans nos propres termes. Parce que très souvent, l'image que nous avons de nous-mêmes est une image déformée parce que c'est celle que projettent des forces qui ont intérêt à nous présenter d'une certaine manière. Et il nous faut donc avoir, pour parler comme Achebe, il faut que les lions aient leurs propres historiens. Parce que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire sera toujours celle des vainqueurs. Ouais, exactement. Et il nous faut engager cette bataille. Ouais. C'est la question de la place de la culture, la place de l'histoire dans le développement. Et je dois reconnaître, je dois à la vérité de dire que de l'avis de beaucoup, nous n'avons pas suffisamment accordé d'importance à la culture. Et il nous faut intensifier nos efforts dans ce domaine-là. Que l'on ait eu plus d'une quinzaine de ministres de la culture en l'espace d'une dizaine d'années, en dit long sur l'instabilité qu'il y a au niveau de ce département et les compréhensions différenciées que l'on a du rôle de la culture dans le développement. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, travailler sur les imaginaires,
ne signifie pas simplement restituer le passé, c'est aussi s'équiper pour aller à la quête de l'avenir. Oui. Mais encore faut-il que l'on soit explicite sur le type d'avenir que nous voulons. Est-ce que nous voulons que notre avenir, est-ce que nous acceptons l'idée que notre avenir est condamné à être le passé des autres et que nous devons franchir les étapes dites incontournables pour arriver à un avenir qui se mesurerait simplement en termes d'avoir, en termes de possession de richesse, au détriment de la richesse de l'être, par exemple, ou est-ce que nous voulons concilier ces impératifs de croissance économique avec ceux d'inclusion sociale, avec ceux de respect des liens qui nous unissent avec les autres et avec la nature? Il y a là toute une problématique. Que voulons-nous pour nous et pour nos enfants? Et c'est uniquement à partir de ce moment, me semble-t-il, que l'on pourra travailler de manière significative sur l'interprétation que l'on peut faire de notre passé et sur l'utilisation que l'on peut faire de notre passé, qu'il ne soit pas simplement une source d'information sur qui nous sommes, mais une ressource pour aller à la quête d'un avenir que nous considérons comme souhaitable et à notre portée. Votre temps est précieux. Je vous vole 5 minutes, tout simplement. 5 minutes. On parle un peu d'avenir. L'avenir politique est incertain également. Est-ce qu'on a appris les leçons de la crise de 1962? Rapidement, professeur Ousmane Sène. Oui, on se souvient de 62. Mais je me rappelle que Abdoulaye Wade citait souvent la situation de 62 par rapport à une situation qui était dans son parti politique. Est-ce qu'on en a pris, si vous voulez, les leçons qu'il le faut? Est-ce que quelque part aussi, si vous voulez, l'ambition personnelle, mais ça c'est légitime, chaque homme politique a le droit d'avoir des ambitions. En fait, vous êtes homme politique parce que vous avez des ambitions. Mais je crois que ces ambitions-là ne devraient pas pouvoir dévorer l'ambition nationale. Il y a un équilibre entre les deux pour que quand même qu'il n'y ait pas une situation paradoxale où plutôt que d'être là pour la nation, parce que l'action politique, c'est une action destinée au bien-être de la nation, de la population. Si vous conduisez cette action de manière à porter préjudice à la nation, à partir de ce moment, c'est votre ego ou c'est votre propre égoïsme qui va à l'encontre de la destination de votre action. Parce qu'à partir de ce moment, la noblesse de la politique, vous la mettez dans la poche et vous faites quelque chose qui est aux antipodes par rapport à ce que vous devriez faire. Et je rejoins aussi Sall en disant qu'il y a nécessité que l'Afrique se définisse autrement. Nous n'avons pas besoin de nous définir par rapport aux autres. C'est-à-dire, dès l'instant que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, à partir de ce moment, vous vous mettez en situation de faiblesse. Puisque quelque part, vous dépendez de lui. Ils sont développés, nous sommes sous-développés. Rattrapons-les. Devez-vous les rattraper en prenant les mêmes centres et les mêmes chantiers? Ou devez-vous les rattraper autrement? C'est ça. Et je crois que peut-être de ce point de vue, il y a quand même quelques frémissements que je perçois. D'ailleurs, le discours intellectuel des gens comme notre ami Sall, qui de plus en plus devient critique de la situation et n'est plus prêt à accepter tout ce qu'on veut. Mais même au niveau politique, et c'est extrêmement important. Si vous avez observé, le discours politique international de l'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de mettre le doigt sur ce qui devrait lui revenir et ce qui devrait lui revenir légitimement et de donc remettre en cause l'ordre international établi. Mais je me félicite de ce qu'on le fasse sans tambour ni trompette. Ce n'est pas la peine de déchirer la mer pour ça. Vous n'avez qu'à le dire avec insistance, avec persistance, dans la continuité, mais vous n'avez pas besoin, comme on dit en anglais, to kill and despoil, ce n'est pas la peine. Donc ces choses-là, c'est important. Ce que je voudrais ajouter dans les 5 minutes, c'est que aussi le rôle qui consiste à pétrir les petites matières grises des enfants pour en faire des citoyens modèles. Mais les médias sont quand même en train de contribuer là-dedans. La maturité politique qu'on a au Sénégal, mais on ne peut pas mettre de côté le rôle absolument important des médias.
Et là aussi, les émissions que vous faites, comme celle-ci, et je me félicite d'avoir fait ça avec cette éminence à côté de moi, même si c'est un tout couleur, mais véritablement, ça a volé très haut en matière de réflexion intellectuelle. Exactement. Donc tout ça, Oui. c'est des choses que l'on devrait mettre ensemble pour voir un peu comment on peut mieux gérer ce pays et toutes les situations qui se présentent à nous. Dites-nous ce qui va venir, professeur Aliou Sall, vous êtes spécialiste en prospective, année préélectorale en 2023, l'avenir politique incertain. Est-ce qu'on a tiré le leçon du passé du 1962, se poser, se déchirer, mais au détriment, au grand dent, au grand bonheur de qui? Je ne suis pas dans la fiction politique, je suis dans la prospective. Et faire de la prospective, c'est analyser, voir loin, c'est voir large et voir en profondeur. Qu'est-ce qui va venir? Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans la fiction politique. Non, je suis incapable. Et je pense qu'il n'est personne qui détienne une boule de cristal qui permette de dire ce que sera 2023 ou 2024. Ouais. Personne. Il y a simplement des volontés, des ambitions qui s'expriment, mais je crois que la liberté de choix, elle est celle de l'électeur et de l'électrice sénégalais. Ouais. Et ils s'exprimeront. Et je suis bien incapable de vous dire que le baromètre, je n'ai pas en main le baromètre pour cela. Mais ce qui me semble certain, par contre, Oui. c'est que l'avenir de ce pays et l'avenir de ce continent, il n'est pas joué d'avance. L'avenir reste un domaine de liberté. Rien ne condamne le Sénégal à réussir. Mais rien ne le condamne non plus à échouer. Absolument. L'avenir dépendra donc en partie de ce que les Sénégalais feront ou ne feront pas, de ce que les décideurs prendront comme décision ou manqueront de prendre. Il y a donc quelque part, dans mes propos, un rejet total de l'idée qu'il pourrait exister une fatalité historique à laquelle la société sénégalaise ne pourrait pas échapper. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de fatalité historique. Le deuxième point dont je suis presque certain, c'est que chaque fois qu'on prend des décisions dans l'urgence, c'est qu'il est déjà trop tard. Les 41 défunts de 6 kilos, les milliers de morts du Diola ne reviendront pas. C'est déjà trop tard lorsqu'on prend. Et pour éviter qu'il en soit ainsi à l'avenir, il faut se doter de capacités d'anticipation. Parce qu'aucun des obstacles auxquels ont dû faire face les engins de transport en commun, aucun n'était inconnu. Aucun. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas une... Ce sont des choses qui pouvaient être évitées, qui auraient pu être anticipées. Et lorsqu'on dit c'est le hasard ou c'est un accident, je suis souvent tenté de répondre cela résulte de l'impéritie. Ce n'est pas un accident. Il y a manque d'anticipation ou il y a impéritie. Et la troisième chose dont je suis certain, c'est que quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions que l'on prendra, si l'on ne se donne pas les moyens de les appliquer et de le faire dans la durée, on est parti pour des lendemains incertains. La mode, les modes, le propre de la mode, c'est qu'elle se démode. Et il ne faut donc pas céder aux sirènes contemporaines et prendre des mesures dont on sait qu'elles seront sans lendemain parce qu'elles ne seront pas suivies, parce que elles auront été supplantées par d'autres modes. Exactement, ils sont tous rois sur le plateau, en salle et en scène. Professeur Aliou Sall et professeur Ousmane Sane, invités de cet entretien spécial, nous parlions de la crise de 1962, du massacre de Thiaroye 44, du drame du Diola, du drame également de 6 kilos. Professeur, merci d'être là, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous avoir donné le plaisir de discuter ensemble. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci professeur. infiniment. Je suis ravi encore une fois d'avoir été invité à ce plateau. Et hors d'ici, je lui dirai qui est le roi et qui est l'esclave. Nos rois sont les spectateurs. Merci de suivre cette émission. Merci également à la noblesse anodine. Il s'agit un peu de Dami Bamar Youssou. Je vous cite, hein. Vous êtes là pour le corps, mais également à Babacar Ndiaye. Merci d'avoir suivi ce plateau, cet entretien spécial. N'oublions pas les morts, 41 victimes de ce drame de 6 kilos. N'oublions pas également le Diola, ni le massacre de Thiaroye 44, ni la crise de 1962. Merci de nous suivre et continuez de suivre les programmes d'ITV.